Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et le vendredi, c'est quoi? C'est du sport. Ah, ça vous plaît, hein, ça vous fait plaisir, ça. Frédéric. Ah là, oui. Voilà, Frédéric, il est dans son élément. Chers auditeurs, eh bien, ce soir, il s'agit de parler d'abord du championnat du monde de para-athlétisme 2023. Et puis ensuite, on va vous faire une spéciale Tour de France quand même vers 19h30. Mais là, déjà, pendant une demi-heure, on parle des para-athlétiques. Ouais, c'est un superbe événement. Ouais. Alors, j'ai le plaisir d'ailleurs de commenter le matin pour l'équipe. Oui. Et on se régale. Et alors, puisqu'on s'approche des Jeux paralympiques, eh bien, nous accueillons un invité d'honneur, Mickaël Jérémiaz. Il a cette semaine été nommé chef de mission de la délégation de l'équipe de France pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. Bonsoir, Mickaël. Bonsoir. Bonsoir. Bon, bienvenue. Mickaël, on rappelle que vous êtes champion paralympique de tennis, vous étiez porte-drapeau de la délégation française aux Jeux paralympiques de Rio. Ça consiste en quoi alors cette mission ? Ça consiste à être un peu une sorte de grand frère, de capitaine de cette délégation française. C'est aussi un rôle de porte-parole. Le mouvement paralympique, même si effectivement vous en parliez à l'instant, l'équipe diffuse tous les jours en direct les championnats du monde de parathlétisme, on a quand même encore un déficit en France de médiatisation. Donc l'idée, ça va être de donner envie aux gens dès le 9 octobre d'acheter leur billet pour les Jeux paralympiques et puis de valoriser les athlètes et de les faire entrer un peu dans l'espace médiatique et de les rendre accessibles au grand public. Donc c'est ça, un rôle d'ambassadeur et de porte-parole. Vous, Mickaël Jérémiaz, vous êtes un communicant. Est-ce que vous allez utiliser justement la tribune médiatique pour porter le handisport ? Complètement, c'est ce qu'on attend aussi d'ailleurs de moi dans cette mission-là. La priorité évidemment quand vous êtes chef de mission, c'est d'accompagner les athlètes pour performer le jour J, donc pendant les Jeux, donc il y a un enjeu de performance. Et moi mon combat, il est connu du grand public, c'est la question du droit des personnes handicapées dans leur ensemble, dans la société. Et évidemment, depuis que j'étais porte-drapeau en 2016, toute tribune, en tout cas, auquel j'ai accès, me servira pour justement continuer à défendre chaque jour qui passe le droit des personnes handicapées. Alors nous allons parler avec Marie-Amélie Le Fur, la présidente du comité paralympique et sportif français qui va nous rejoindre dans un instant des grands enjeux. Mais alors d'un point de vue purement sportif, Mickaël Jérémiaz, est-ce que la délégation française aux Jeux paralympiques sera ambitieuse ? Forcément, quand vous organisez les Jeux à domicile et quand on sait qu'historiquement c'est là où les équipes olympiques et paralympiques réalisent leurs meilleurs résultats, il n'y a pas de raison que nous on fasse on soit pas au rendez-vous. Donc il y a évidemment un enjeu de performance, il y a un enjeu d'accompagnement. On va avoir beaucoup plus d'athlètes que sur les Paralympiades précédentes. Quand vous êtes le pays organisateur, ça vous ouvre plus de qualifications. Et donc là, à partir de l'année prochaine, on va avoir les premiers sélectionnés jusqu'en juillet 2024 et puis ensuite en essayant de faire notre meilleur résultat de ces 10, 20, 30 dernières années. Ouais, on croise les doigts parce que bon, c'est un peu dur là sur les championnats du monde de parathlétisme, mais bon, il y a d'autres disciplines comme le cyclisme où c'est très fort. Merci beaucoup pour vous. Oui, on a beaucoup de jeunes cette année, on a beaucoup de primo-sélectionnés et ça va être ça aussi notre boulot, c'est de les accompagner pour affronter justement cette pression et aller chercher dès une première sélection leur première médaille. Merci beaucoup Mickaël Jérémiaz et félicitations. Bravo. Merci. On reçoit Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique et sportif français. Alors je précise quand même, Marie-Amélie Le Fur, déjà bonsoir. 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 Bienvenue. Vous êtes ancienne athlète, 9 fois médaillée aux Jeux paralympiques, dont 3 en or, 12 médailles mondiales. On fait pas mieux, on fait pas mieux en palmarès. Attention, et record woman du monde de saut en longueur T44 spécialité sprint. Bravo pour ce parcours incroyable. Oui, Marie-Amélie qui est aujourd'hui à la tête du sport français et nous sommes très heureux de vous avoir. Alors on a déjà un petit peu parlé avec Mickaël Jérémiaz des enjeux. Comment se porte le handisport en France à un an des Jeux ? Nous sommes là dans le cadre des championnats du monde para-athlétisme. J'ai le plaisir de les commenter. J'ai vu par exemple des projets avec les Suisses qui sont très forts sur les courses en fauteuil. Il y a des pays qui montent en intensité comme la Thaïlande par exemple. Où en sommes-nous ? Est-ce qu'on est parmi les meilleurs au monde, Marie-Amélie ? Alors déjà, il faut savoir que l'on parle plutôt de parasport pour parler de l'entièreté des disciplines et des situations de handicap. Et puis après, tout dépend si on regarde la question du haut niveau ou du développement de la pratique. Ouais. Donc concernant le parasport vraiment de haut niveau, l'idée c'est, comme le disait Mickaël, c'est vraiment d'obtenir les meilleurs résultats de l'équipe de France lors de ces Jeux paralympiques en 2024. Les compteurs sont plutôt au vert. On a des équipes de France qui montent très bien en puissance, notamment sur les sports stars des Jeux paralympiques, des athlètes qui sur les saisons post-Tokyo commencent vraiment à confirmer leurs résultats. Voilà, donc là on est vraiment sur le cut de sélection actuellement des athlètes, avec un été où on aura beaucoup de compétitions
qui nous permettra vraiment de mesurer l'état de forme et donc d'affiner les objectifs pour l'année prochaine. Et l'autre volet, c'est de se dire qu'on souhaite aussi obtenir un héritage très fort dès ces Jeux paralympiques et donc de renforcer l'accès au sport des personnes en situation de handicap. Et tout cela évolue. On a la chance d'avoir un gouvernement, d'avoir une ministre des Sports qui s'engage, qui a dressé une feuille de route et derrière, toutes les parties prenantes, les collectivités, le mouvement sportif réagissent pour vraiment structurer l'offre à destination des personnes en situation de handicap pour un horizon 2025, en tout cas post-jeu. Marie-Amélie Le Fur, quelles avancées vont permettre l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, bien évidemment? Dans la vie de tous les jours, au concret, justement. En fait, l'idée, c'est effectivement de porter des ambitions d'héritage au-delà du champ sportif. Et un des premiers champs d'héritage que l'on souhaite obtenir, c'est sur le spectacle sportif. Permettre en fait que ces Jeux olympiques et paralympiques offrent un nouveau standard de compétition quand on est en situation de handicap, quand on est un spectateur, quand on vit au sein de l'arène sportive. Et en ce sens, il y a énormément de dispositifs qui ont été créés par le COJO pour vraiment maximiser cette expérience du spectateur en situation de handicap. Il y a aussi énormément d'enjeux et on le sait, on en entend parler autour de l'accessibilité. Alors non, le métro historique ne sera pas en accessibilité pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, mais énormément de modules d'accessibilité liés aux personnes en situation de handicap sont en train d'être développés, des dispositifs qui vont être éphémères liés aux Jeux avec des navettes dédiées, avec la possibilité de se stationner quand on est en usager en fauteuil roulant ou mal marchant à proximité des enceintes sportives. Et aussi tout ce qui est la mise en accessibilité d'une flotte de 1000 taxis. Donc voilà, tout ça évolue. L'idée, c'est aussi que finalement, il y ait une prise de conscience globale des déficits d'accessibilité en France sur la mobilité, sur le sport, sur l'emploi. Et finalement, les Jeux paralympiques permettent aussi de renforcer ce plaidoyer et de le démontrer au plus grand public. Marie-Amélie Le Fur, j'ai une vraie question en tant que journaliste qui me turlupine depuis des années. Alors, je le rappelais tout à l'heure, je commente les sessions du matin des championnats du monde para-athlétisme sur l'équipe et je trouve que certaines disciplines sont particulièrement spectaculaires, avec des enjeux, avec même des éléments qui renforcent l'intérêt. Je pense par exemple au saut en longueur des personnes non-voyantes. C'était exceptionnel avec le rôle par exemple du guide. Est-ce que l'objectif c'est de promouvoir des disciplines et peut-être de les exposer plus, peut-être aux dépens d'autres, parce qu'il y a un moment où il y aura un enjeu de marketing et il faudra peut-être privilégier certaines disciplines. Il y aura des choix à faire, non ? Mais en tout cas, nous, on n'a pas envie de faire des choix dans les modèles de ce que l'on développe, parce que pour nous, être une nation parasportive, bien évidemment, c'est réussir aux Jeux paralympiques, c'est briller aux Jeux paralympiques. Donc on pourrait faire le choix, effectivement, de concentrer la nation française sur les 3-4 sports qui sont pourvoyeurs de médailles aux Jeux paralympiques. C'est pas le choix que nous avons fait, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les résultats de la France aux Jeux paralympiques, que c'est cette visibilité, cette vitrine portée par l'équipe de France, ça doit structurer tout un modèle d'accès de la pratique sportive à toutes les personnes en situation de handicap. Et là, on souhaite qu'il y ait de la richesse, qu'il y ait de la diversité, qu'il y ait du choix de pratiques. Donc voilà, pour moi, effectivement, il faut que la France continue à s'engager dans les différents sports, qu'on ait des champions paralympiques dans les différentes disciplines. Mais vraiment, l'enjeu, là, dans les moins de 400 jours qui nous séparent des Jeux paralympiques, c'est que les Français soient capables de citer le nom d'une ou d'un athlète paralympique. Parce que cette visibilité, cette identification à un sportif, c'est l'engagement des Français, c'est leur capacité à aller acheter des billets dans le stade. Donc on a besoin de continuer de médiatiser l'équipe de France, les sportifs paralympiques, les disciplines pour vraiment engager les Français. Et ça posera aucun problème parce que vraiment c'est passionnant. Mais juste une question, il faut peut-être dire aux jeunes et à ceux qui sont en âge encore de participer aux compétitions et qui sont concernés, parce que peut-être que certaines personnes handicapées n'osent pas prendre une licence. Ça, c'est un message aussi à lancer. Oui, vous avez vu exactement tout juste. On a encore effectivement une grosse autocensure des personnes en situation de handicap qui pensent que le sport ce n'est pas pour eux, qui pensent que le sport n'est pas adapté à leur pathologie. Et nous, l'idée, le comité paralympique, l'ensemble des fédérations, le ministère, on est tous unis pour vraiment changer, casser ces codes, mettre aussi tous les outils à disposition des différents acteurs pour structurer ce schéma d'accessibilité au sport des personnes sans handicap. Mais comme vous le disiez très justement, ça passe déjà par la
prise de conscience des personnes en situation de handicap elles-mêmes. Et la visibilité, la médiatisation du parasport peut contribuer à ce changement de paradigme, tout comme ça va contribuer au changement de paradigme de la façon dont les Français vont regarder la situation de handicap, et ils pourront voir bien, non plus forcément le manque ou la difficulté, mais bien plus finalement les capacités, les compétences que l'on développe quand on est en situation de handicap. Merci beaucoup Amélie Le Fur, Marie-Amélie Le Fur, pour votre Vous nous manquez dans ces championnats. Voilà. On aurait eu des médailles en plus. Moi, je peux vous dire que j'en profite pleinement. Je suis dans le stade. Oui, on entend. Et je suis aux côtés de notre équipe de France, et j'encourage vraiment toutes les personnes qui seraient en Ile-de-France ce week-end à nous rejoindre. Stade Il y a encore Charletti. des Français, Stade Charletti. Il y a des Français en compétition. On a besoin de vous. Ils ont besoin de vous. Donc venez les encourager. Et il y a une superbe ambiance et, comme vous le disiez très justement, de magnifiques performances. On va avoir un de ces athlètes dans un instant, Arnaud Assoumani. Voilà, je rappelle que vous êtes présidente du comité paralympique et sportif français. Merci beaucoup. Et puis juste effectivement, comme vous venez de le dire, mon cher Frédéric, juste après, c'est Adrien Baldouzi. À tout de suite. Vraie voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Retour des vraies voix du sport, comme tous les vendredis, chers auditeurs, les vraies voix de l'été, c'est ça avec Frédéric Brindel, surtout que c'est son moment préféré dans la journée. Oui. Hein. Et en plus, le thème, là, les championnats du monde Le thème, c'est les championnats. Voilà, exactement. On reçoit pour en parler Adrien Baldouzi, qui est directeur de l'organisation des championnats du monde. Bonsoir, bienvenue Adrien. Bonsoir à tous. Bonsoir et merci de nous accueillir parce que de nous accueillir. Oui, parce que il nous parle depuis Charletti et en ce moment la deuxième session, la session du soir, a commencé. Et puis alors on a un invité qui m'a fait hurler, mon micro de commentateur l'autre matin. Allez-y. Oui, nous recevons aussi Arnaud Assoumani, qui est champion olympique de saut en longueur. Bonsoir Arnaud. Paralympique. Du coup. Oui, c'est le petit piège, le champion paralympique. Oui. Pardonnez-moi, je suis un peu blonde parfois. Il n'y a pas de souci, bonsoir. Bonsoir. Et Arnaud Assoumani qui vient de terminer 4e et qui offre un quota supplémentaire pour les Jeux paralympiques à la France. Et en plus, il est du club de Franconville, c'est mon voisin, on en parle dans un instant. Arnaud, alors pour le reste... Quel enthousiasme. Adrien Baldouzi, quelle réussite d'un point de vue spectacle déjà, ces championnats du monde par athlétisme de Charletti, Adrien? La réussite, elle est dans les tribunes chaque jour. On accueille environ 10 à 15 000 personnes au total des deux sessions. Donc déjà, pour le milieu parasportif, c'est une grande première de pouvoir attirer autant de monde et qui plus est avec une billetterie payante. Donc ça, c'est déjà la première réussite. Et puis la deuxième, c'est, on le voit là, ce soir, il y avait Yannick Noah en concert. C'était la fête, une ambiance de rêve qui permet en avant-show sportif de chauffer le public et que après ils soient tous et toutes partants pour une belle soirée de sport sur la piste. Ça n'a pas été une organisation trop compliquée avec la gestion de quand même 106 délégations? Il y a des pays du monde entier. Oui, cet événement, c'est le deuxième événement après les Jeux paralympiques en termes d'ampleur. Pour donner un ordre d'idée à vos auditeurs, c'est à peu près 40% des Jeux paralympiques, cet orga. Donc c'est 32 hôtels, c'est 2000 bénévoles, c'est 2800 personnes issues des délégations qu'on a dû loger. Donc oui, c'est une organisation démentielle, mais qu'on a su relever avec brio et franchement, on est très très satisfait. Adrien, restez 2 secondes parce que Arnaud Assoumani est là. Arnaud, qu'est-ce qu'on peut dire de l'organisation? Il y a tellement de bonheur et de sourire sur ce stade Charletti, c'est ça? Surtout, là, moi, je suis au stade également. Je sais pas où tu te trouves, Adrien. Vous allez vous retrouver. C'est la magie de la radio. Il y a le concours de la longueur actuellement de la catégorie 64 avec le recordman du monde, Marcus Reim, qui saute à 8,72 m. Et il vient d'avoir Charles-Antoine qui vient de se qualifier pour le 400 mètres. Et l'ambiance, elle est assez incroyable. Moi, c'est mon 2e jour au stade. Hier, j'ai fait ma compétition à 9h du matin. Là, c'était pas très sympa pour nous de la part des organisateurs, mais c'est pas du comité d'organisation, c'est de la fédération internationale, du comité World Para Athletics. L'ambiance est dingue, franchement, hyper bon enfant, et ça fait du bien d'avoir autant de dynamisme.
un temps qui est juste incroyable. Et juste pour préciser d'ailleurs, c'est quasiment le même temps que mon club qui est de Montpellier. Je ne suis plus à Franconville, mais j'ai été à Franconville. Bah ouais, mais quand même, vous l'avez été, Arnaud. Je l'ai été. Bah oui, et oui, quand même, avec le stade pas très loin, là, chez moi, c'est pour ça. Mais en plus, sur les documents officiels, vous étiez encore référencé Franconville. C'est pour ça, j'avais profité, mais c'est vrai, j'aime bien Montpellier aussi. Bon, une dernière question avant de libérer Adrien Balduzzi et de parler un peu plus avec Arnaud Assoumani. Adrien Balduzzi, vous avez aussi une sacrée responsabilité. C'est comme si c'était une répétition avant les Jeux paralympiques de Paris 2024. Tout le monde vous regardait là. Hein. Oui, voilà. Après, c'est vrai que nous, on organise un événement à part entière. Ça reste un championnat du monde, donc c'est dans l'esprit des athlètes. C'est d'abord un championnat du monde. Après, pour l'environnement qui nous regarde en France, c'est sûr que beaucoup de gens nous observaient sur comment ils vont faire sur les transports, sur l'hébergement, sur la gestion de la compétition sportive. Donc oui, on va dire que pour l'État, pour les parties prenantes externes, c'est une répétition pour les Jeux. Après, pour nous, en tant qu'organisateurs et pour les athlètes, c'est surtout un championnat du monde qui nous permet de briller, de décerner des titres et puis d'aller chercher pour certains la qualif pour les Jeux para. Et dites-moi, elle est rapide hein, cette piste au fait là. Il y a plein de records de battus. Oui, on a fait le calcul ce matin. On était à 23 records du monde qui sont tombés déjà. Ah ouais. Plus de 60 records des championnats, plus de 90 records continentaux. Donc c'est incroyable. Alors c'est régulier. Au dernier championnat du monde à Dubaï en 2019, il y a déjà eu pas mal de records qui sont tombés. Et puis à Tokyo aussi. Voilà, mais c'est vrai que là on passe encore un cap. On voit que les athlètes sont en forme et qu'ils ont hâte d'en découdre dans un an au Stade de France. Merci beaucoup, Adrien. Merci beaucoup. Allez, vous retournez au travail. Hein. Voilà, je retourne au travail. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Arnaud Assoumani, je rappelle que vous avez été quand même 4e au saut en longueur hier matin. Est-ce que vous êtes satisfait de cette 4e place ? Alors, satisfait non, parce qu'il y avait mieux à faire et il y avait un podium à aller chercher. Au vu de toutes les conditions que moi je connais, c'est-à-dire le contexte, etc., et de cette 4e place qui est synonyme de qualification pour les Jeux paralympiques, c'est, on va dire, le minimum que je puisse faire. Et l'objectif ultime, c'est clairement les Jeux. Donc, bien évidemment, je suis déçu parce que je suis un compétiteur et il y avait la place, j'avais le niveau pour être sur le podium. J'ai pas réussi pour 8 cm. Mais c'est le sport, j'ai envie de dire. Par contre, l'année prochaine, ce sera complètement différent. La préparation aussi sera différente. La saison plus longue, là, c'est assez tôt en fait pour nous dans la saison. Et j'espère surtout que le concours sera pas aussi tôt le matin, parce que ça nous fait élever à c'est terrible. Pour une finale. Non, mais je dis ça parce que réellement pour des finales, pour des explosives, même comme le 100 mètres par exemple, vous n'allez pas avoir une finale de 100 mètres à 9h du matin. Et c'est assez rare d'avoir une finale de la hauteur ou de la longueur ou d'autres disciplines explosives le matin. Après, bien évidemment, il faut faire avec. Oui, on rappelle, il y a la règle des 3 heures, manger 3 heures avant, plus se réveiller avant, donc ça fait se lever quand même à 5 heures du matin. Juste sur les résultats des Français, Arnaud Assoumani. Moi, encore une fois, je découvre aussi, j'ai le plaisir de commenter là chaque matin. Ça m'a impressionné de voir le programme de travail des Indiens, par exemple, sur tout ce qui est lancé, des Suisses sur tout ce qui est compétition, des fauteuils. Il y a des projets qui sont menés comme la Thaïlande. Est-ce que vous sentez que vous, l'équipe de France de para-athlétisme, il y a un gros projet derrière vous? Parce que il y a certains manques, on le voit encore. Hein. Alors, il y a un projet, clairement. Il y a un projet. Est-ce que ce projet-là est à la hauteur de ces nations, du Brésil, de l'Inde? Certainement pas sur pas mal de moyens. Donc, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte. Le niveau mondial augmente. C'est pour ça qu'il y a des records qui sont battus à chaque fois. Mais les équipes ont plus de moyens. Il y a de la recherche et du développement. Il y a de la prévention. Les athlètes ont des moyens et sont professionnels. Pour beaucoup d'athlètes de l'équipe de France, on n'est pas professionnel. Oui, vous avez un travail à côté, vous, Arnaud. Hein, ouais. Alors non, moi je suis salarié de mon entreprise et c'est grâce à mes sponsors et à mes partenaires que j'arrive à vivre de l'athlétisme et que je peux représenter l'équipe de France. Autrement, je ne ferais pas partie de l'équipe de France. Et beaucoup d'athlètes travaillent en parallèle. Donc d'être à très haut niveau, faire de la haute performance en travaillant à côté,
aujourd'hui, en fait, c'est une équation qui ne marche plus. Après, les Français, il y a beaucoup, enfin, on a une très belle et jeune équipe aussi, qui est assez hétérogène par l'expérience et puis les jeunes qui viennent juste d'arriver. Et cette étape de Paris, qui est pas évidente quand même, hein, d'avoir les championnats du monde à la maison, va servir aussi pour les Jeux paralympiques de l'année prochaine. Donc voilà, il y a tout ça à prendre en compte. Et nous, les athlètes et puis le staff, fait le maximum. On fait le maximum avec les moyens qu'on a. Et donc, on peut être fier de ce qu'on donne sur la piste. Et surtout, il va falloir continuer à s'entraîner dur pour l'année prochaine. Bah justement, Arnaud Assoumani, merci pour la transition. Ma question, c'était est-ce que vous avez déjà la tête dans les JO 2024, bien évidemment? Alors, est-ce que j'ai déjà la tête au jeu? Un petit peu maintenant, vu que les championnats du monde viennent de passer. Je suis encore à chaud vu que ça s'est terminé hier. Par contre, en fait, l'objectif, il est déjà là depuis Tokyo. On a des objectifs vraiment à 3 ans ou 4 ans, vu que les Jeux ont été décalés. Donc, ce que j'ai rebâti avec le groupe, avec mon entraîneur Jocelyn Pia, avec le Krebs à Montpellier et le club de Montpellier, c'est un projet sur 3 ans. Donc, cette année, c'est une étape. Dans l'étape, normalement, effectivement, il y avait l'objectif podium. C'est pas coché. J'ai déjà été plusieurs fois médaillé au championnat du monde. On sait que ça représente pas forcément mon niveau. Voilà, ce jour-là, j'étais moins fort. L'objectif, c'est l'année prochaine. L'année prochaine, je ne tiendrai pas le même discours si j'étais 4e. Bien sûr, ça va aller. Mais vous ne m'empêcherez pas de penser que vous avez fait des déçus à Franconville. Mais vous avez l'air tellement heureux à Montpellier. Vous parlez de vous, en fait, Frédéric? Non, mais je suis content. J'aime bien Montpellier. Mais il a l'air bien, Arnaud, à Montpellier. Hein, vous nous confirmez, Arnaud. C'est superbe là-bas. On est pas mal. J'ai jamais vécu à Franconville, mais j'ai de la famille qui est originaire de Franconville. Voilà. Merci beaucoup, Arnaud Assoumani. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes champion paralympique de saut en longueur. Et puis, qu'est-ce qui se passe là dans quelques instants? Ça vous fait très 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 plaisir, ça. Le Tour de France. Voilà. Ouais. Et donc, c'est une spéciale Tour de France. Restez avec nous, à tout de suite. Eh bien, on se retrouve tout de suite, maintenant, à l'instant, pour le spécial Tour de France, n'est-ce pas? Seconde près, c'est important la seconde sur le Tour de France. Alors justement, aujourd'hui, c'était l'étape du 14 juillet sur le Tour de France, la fameuse étape. C'était la 13e aussi, entre Châtillon sur Chalaronne et le col du Grand Colombier dans le Jura, Frédéric. Avec une victoire de Michał Kwiatkowski, c'est comme ça qu'on prononce, paraît-il, en polonais. Bravo. Et il s'est imposé et on a eu une belle bagarre entre les favoris. Et là, évidemment, nous allons en parler avec notre consultant, Vincent Barthaud. Vincent Barthaud, notre consultant qu'on va retrouver dans un instant. Et puis, bonsoir Vincent, vous êtes là Vincent? Pas bonsoir, encore? oui, je suis avec vous. Je vous écoute. Alors Vincent, avec plaisir. quand même, je donne une petite info aux auditeurs qui ne le savent pas forcément, c'est que vous avez remporté, vous, l'étape du bicentenaire de la Révolution le 14 juillet 1989, c'est pas rien, entre Montpellier et Marseille. Vous êtes un amour, Judith. Ah bah non, mais c'est important de le dire. Vous avez quand même pris le maillot jaune ce jour-là. Alors précisément, il prend le maillot jaune aussi en 84. Ah oui, deux fois. Oui, 2 fois. Bravo. Bravo Vincent, je vous tire mon chapeau. C'est un révolutionnaire, Vincent Barthaud. Bon, et s'il y a quelqu'un qui a fait briller aussi les couleurs françaises, c'est bien Marc Madiot qui a été champion de France, qui est aujourd'hui manager de l'équipe de cyclisme Groupama française des Jeux. Oui, bonjour FDJ. Marc. Voilà, bonjour Marc. Bonsoir. Alors Marc, on va préciser que vous êtes en voiture, on est au cœur du Tour de France là avec vous, c'est le fameux transfert vers les hôtels, donc si ça coupe un peu, de toute façon on se retrouve, on switch, mais je voulais absolument vous avoir aujourd'hui, étape difficile pour vos leaders, David Gaudu et Thibaut Pinot. Alors 9e place toujours au classement général pour David Gaudu, 11e pour Thibaut Pinot, mais David Gaudu a encore perdu du temps sur ceux qui sont ses adversaires directs pour le podium. Oui, non, mais on constate qu'il y a des gens qui sont plus forts que nous en ce moment, tout simplement. Et ça veut dire quoi? Parce que on se souvient que l'année dernière, David Gaudu avait été chercher une 4e place et que sur la dernière semaine, il avait performé, il avait retrouvé sa forme. Vous ne désespérez pas quand même? Vous avez des éléments d'optimisme ou pas, Marc? Écoutez, les données en watts que l'on peut récolter sont bonnes. Elles sont même largement au niveau de celles de l'année dernière, donc c'est les autres qui sont meilleurs que nous. C'est les autres qui sont meilleurs que l'année dernière aussi? Est-ce que ça roule plus vite que l'année dernière? C'est important aussi, cette comparaison.
Bah écoutez, je n'en sais rien. On fera les comptes après le tour. Qu'est-ce qu'on fait alors avec Thibaut Pinot? Parce que hier, il nous a fait une superbe étape. Il est revenu au classement général. Il y a moyen de moyenner, comme on dirait. Est-ce que vous gardez... Quelles sont les ambitions de Thibaut Pinot qui, au départ, rappelons-le, était là pour aider David Gaudu? Bah écoutez, on va aller dans les échappées, puis on verra bien ce qui se passe. Notre sort dépend des autres, donc on va essayer d'être offensif, profiter des opportunités qui ne vont pas manquer, et puis on verra où ça nous pose. Marc, est-ce que honnêtement, il y a aujourd'hui un statu quo, c'est-à-dire qu'on voit bien que les deux premiers sont intouchables, Vingegaard et Pogačar. Est-ce que c'est comme si le peloton s'était dit on court plus pour les deux premières places? Ça change la phase de la course, non? Oui et non, parce que tout le monde essaie de s'accrocher le plus longtemps possible et le mieux possible à leur vélo, à leur roue arrière. Après, oui, ils sont largement au-dessus, il n'y a pas photo. Bon. Vincent Barthaud, j'ai une petite question pour vous. Vingegaard, Pogačar, c'est un des plus beaux duos de l'histoire du Tour de France quand même, en fait. Oui ou non? Oui, bien évidemment, mais c'est différent. C'est pas évident de comparer les générations d'avant. Il y a eu aussi de très beaux duels dans les années 60, 70, voilà. Mais c'est vrai que les deux font quelque chose de magnifique, oui, évidemment. Marc, on a l'impression quand même, alors je vais un peu titiller, vous savez, on sait comment fonctionne le vélo, vous et moi, j'ai l'impression que l'écart est en train de s'accroître entre les tout meilleurs et les bons. Vous sentez, vous nous dites les watts sont bonnes, mais alors si c'est bon, il y a vraiment un gros niveau d'écart ou pas? Il y a un niveau d'écart, oui, évidemment. Il suffit de regarder les écarts pour s'en rendre compte. Mais en regardant les dernières éditions, est-ce que cet écart s'accroît? Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il diminue pas. Ouais. Et après? Allez Marc, un petit effort. Je n'en sais rien. Non, je n'en sais rien. J'ai nos données à nous, je ne sais pas celles des autres. Est-ce qu'il est plus dur, ce Tour de France, de par son début atypique, avec les fameuses Pyrénées au début, plus le départ dans le Pays Basque espagnol? Est-ce que honnêtement, ça a séché tout le monde? Non, le Tour est difficile pour tout le monde, c'est le même parcours pour tout le monde, donc après les coureurs et les équipes s'adaptent, vous savez. C'est dans la logique des choses. Bon, Marc Madiot, on est très content parce que ça a tenu l'échange. On vous laisse dans la voiture. Vous allez où là? Vous rentrez à l'hôtel ou pas? Je rentre à l'hôtel là, ouais. Bon, et en plus dans des endroits dans le Jura, c'est toujours, faut toujours trouver le bon chemin. C'est pas évident. C'est compliqué. Mais je vais profiter sur la route du retour. Je profite. C'est Vincent, Marc, je te salue bien. Salut Vincent. Bon, c'est un jour spécial pour vous les garçons. On est le 14 juillet, fête nationale. Vous vous souvenez de 89, Marc Madiot, là, sur Vincent Barthaud quand il gagne à Marseille? Évidemment. Très important. Comment oublier cela? Bon, merci Marc Madiot. Marc. À bientôt. À bientôt. Allez, Vincent avec nous, Vincent Barthaud. Vincent, le classement général, il reste quand même très indécis pour la 3e place finalement. Oui, pour la 3e, oui. Après, on n'est jamais à l'abri non plus d'une défaillance d'un des grands extraterrestres, parce qu'en fait, tant qu'on n'est pas arrivé à Paris, on peut pas dire non plus que voilà, ça serait la logique des choses qu'ils finissent premier, deuxième. Après, voilà, sur le podium, c'est vrai que c'est un petit peu plus indécis entre Hindley, Rodriguez et autres, mais je pense que ce week-end là, des Alpes va avoir son importance pour le podium. Bon, on accueille Pascal Chanteur, notre autre consultant. Hello Pascal. Pascal et Vincent, nos deux consultants réunis. Bonjour. Bonsoir. Oh, c'est déjà le soir, Vincent. Enfin non, pour Vincent c'est le soir, mais pour Pascal c'est le début de la journée. Et pour vous c'est le matin aussi. Parce que Frédéric. Pascal vit la nuit, on le sait, Pascal. Ah oui, non, je peux pas le suivre là. Je peux pas le suivre le soir, lui, Pascal. Il a une condition physique ce qu'il faut savoir. Enfin, vous le savez, c'est qu'il commence à faire 25 km le matin, jamais moins de 21, un semi-marathon. Il fait toujours plus 25, 28 que 21. Et il est jamais fatigué de la journée. Et puis alors après, le soir, il va s'amuser. Non, il a une pêche d'enfer. On saura tout. Vous donnerez des détails sur la soirée de ce soir, s'il vous plaît. C'est surtout qu'il faut emmener Judith Belair, messieurs, parce qu'elle a besoin d'entraînement sportif en ce moment. Ah bon, avec plaisir. Ah bon.
Oui, c'est vrai, Judith. Parlez pour vous-même, cher Frédéric. Non, moi ça va, je suis entraîné. Vous faites pas votre vélo tous les matins là, Non, pas en ce moment. Bon, Pascal Chanteur, et nous a rejoint. Messieurs, vous avez certainement, donc vous avez écouté les propos de Marc Madiot. Marc Madiot, évidemment, dans la position d'un manager, est assez fuyant, hein, déjà parce que c'est son style, mais on le connaît, c'est comme ça. Mais en plus, quand on évoque les espoirs pour Gaudu, Pinot, pour Bardet, Pascal Chanteur, vous êtes le représentant des coureurs français. On a du mal là parce qu'on a l'impression que l'écart avec les cadors du peloton est en train de se creuser. Oui, exactement. Alors, j'ai pas entendu l'interview de Marc, mais j'ai discuté avec Marc. Son point de vue, il est intéressant, mais il est là pour protéger aussi son leader. Voilà. Et il est là aussi pour lui apporter le plus de soutien possible afin qu'il ne se pose pas trop de questions et qu'il continue à être motivé et à être prêt au combat. Et parce que c'est un combat, hein. On prend un uppercut, on prend un coup de poing au foie. C'est comme un match de boxe. Et en l'occurrence, David Gaudu, eh bien, il est un peu dans les cordes. Un combat. Voilà, c'est un combat et il est un peu dans les cordes et je vois mal aujourd'hui David Gaudu sur le podium parce qu'il est à 4 minutes de ce podium et 4 minutes, c'est beaucoup trop à mon goût. Même si la dernière semaine est terrible, les coureurs qui sont devant lui, on peut mettre Adam Yates de côté parce qu'il a son leader Pogacar. Oui, le Britannique coéquipier de Pogacar, oui. Voilà, mais Hindley, Rodriguez, Simon Yates, ce sont des leaders de leur propre équipe. Bilbao, pareil. Pidcock, pareil. Donc tous ces coureurs-là qui sont quand même qui ont déjà démontré par leur performance qu'ils jouent des classements généraux. David Gaudu, ça va être très difficile. Alors il y en a quelques-uns qui vont sauter. D'accord, Pascal. Mais a priori, et nous l'avions vu sur Paris-Nice en début de saison, David Gaudu jouait le classement général. Vincent Barthaud, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sur ce Tour de France, les Français qui jouent le général sont un cran en dessous? C'est-à-dire qu'une année fait pas l'autre. Hein. L'an dernier, il avait fini 4e, donc on s'est dit 4e, pourquoi pas un podium. Donc ça met la pression quand même. Donc autant quand il avait fait 4e, voilà, il partait pas forcément pour faire 4e, 5e. Il partait pour faire le mieux possible. Il a fini 4e. 4e, c'est vraiment très près du podium. Donc, on s'est dit, il fait 4e. Donc, Marc, sans lui mettre la pression, on a dit quand même, on vise le podium. Voilà. Après, une année fait pas l'autre. Hein. Voilà, des fois, on est moins en forme. Que bon, il dit qu'il a les mêmes watts et tout, pareil. Mais ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'il ne progresse pas de jour en jour, quoi. Je suis pas sûr que demain il soit au début. On aurait pu se dire au début du Tour au Pays Basque, on aurait pu se dire bon, ça, voilà, c'est un peu de mal, voilà, on avance, tac tac. Mais je pense que ce week-end, ça m'étonnerait qu'on le retrouve quand on voit la fatigue dont il a fini aujourd'hui. Ça m'étonnerait qu'on le voit faire un très bon week-end demain après-demain. Ça va être compliqué. Si je peux ajouter une chose, Frédéric, je trouve pour David qu'il se met beaucoup trop de pression de lui-même, médiatiquement, parce que déjà avant le Tour de France, que ça soit ses posts, que ça soit sa communication personnelle, je la trouve quand même très hasardeuse et ce genre de choses, c'est à proscrire dans l'approche d'un événement tel que le Tour de France. Une préparation comme ça, on doit avoir de la sérénité et je suis pas sûr que ça soit ce qu'il y a pu avoir de meilleur pour David. Messieurs, moi j'ai une question pour vous deux, d'ailleurs, Vincent Barthaud et Pascal Chanteur. Cette première semaine, elle était quand même très très montagneuse. Est-ce que ça fait de cette édition justement un Tour de France atypique finalement? Allez Vincent. Oui, forcément, mais un Tour de France, Marc, il l'a dit tout à l'heure, c'est toujours difficile, tout le monde s'adapte. Mais c'est vrai, cette année, il a fallu rentrer tout de suite dans le vif du sujet, voilà, tout de suite le Pays Basque, voilà, on n'a pas eu une petite semaine pour se mettre en condition, voilà, c'est peut-être ce qui leur a manqué à David, c'est de rentrer dans le Tour de France un petit peu plus tranquillement, vous voyez, c'était généralement comme ça, il y avait des arrivées pour les sprinteurs, voilà, que là, tout le monde est rentré dans le vif du sujet, ça a été très dur dans le Pays Basque, la suite après, aujourd'hui le Grand Colombier, il n'y a pas beaucoup de
moments de récupération ce week-end-là, et ça a fait tout de suite les différences. Mais c'est un tour atypique, oui. Dans un instant, la réponse de Pascal Chanteur. Hein, on revient dans un instant. Vous réfléchissez bien, mon cher Pascal, à la réponse. On revient dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. C'est les vraies voix du sport avec vous. À tout de suite. On est avec Vincent Barthaud et Pascal Chanteur. Et puis on reçoit aussi Thomas Brochu-Godet, qui est petit-fils du fondateur de l'équipe et auteur de La formidable aventure du fondateur de l'équipe et directeur du Tour de France, publié aux éditions Black Elephant. Oui, bienvenue Thomas Godet, le petit-fils. Dans un instant, on parle de ce très beau livre que vous avez dédié à votre grand-père. Je sais que vous êtes passionné de cyclisme. On va revenir sur cette 13e étape du 14 juillet, remportée par Michał Kwiatkowski, ancien champion du monde, le Polonais, les Français en difficulté. Et donc, nous en étions à la question et à la réponse attendue de Pascal Chanteur. Qu'est-ce qu'on fait avec ce début de tour si spécifique? Est-ce que ça explique le fait que nos Français ont été un peu débordés? Écoutez, moi, tout d'abord, l'organisateur, il propose un parcours. Et puis après, les coureurs, ils en disposent. Ils ont un peu plus de 8 mois pour l'appréhender, ce parcours. Ouais. Ils savaient tous qu'ils devaient être prêts dès le départ. Le parcours était difficile, le parcours était sinueux. Donc cette approche, tous les coureurs qui ont pris le départ de ce Tour de France 2023 le connaissaient pertinemment. Maintenant, après, peut-être qu'ils ne l'ont pas appréhendé de la même manière, de la bonne manière qu'il soit par rapport aux autres années, parce que les autres années, on a à peu près une petite semaine pour arriver pile poil près à partir de la deuxième semaine qui se fait un petit peu plus dur. Eh bien, cette année, il y a eu un petit changement de programme et il fallait s'y adapter. Voilà. Alors après, qu'il l'ait fait, que nos Français l'aient pas fait au mieux, je pense que notre Français qui a gagné l'étape à Bilbao, comment il s'appelle Victor l'a fait. Victor l'a fait, merci Frédéric. Quelle culture. Il a gagné à San-Sébastien. Voilà, Victor l'a appréhendé de la meilleure des manières. Il était prêt dès le premier jour et la deuxième jour, il a claqué. Voilà. Bon. Vincent Barthaud, le phénomène Jasper Philipsen, ça a marqué cette première semaine. Phénomène, ouais. Il est imbattable au sprint, selon vous? 4 victoires. Il est surtout bien amené. Il a vraiment des équipiers avec lui qui sont formidables, dont Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel, c'est tout le monde connaît ses qualités d'explosivité. C'est le seul coureur qui est capable pendant 1 ou 2 minutes à vraiment monter l'effort très très haut. Personne peut le suivre et Philipsen est tout le temps dans sa roue. En plus, Philipsen, c'est un mec, dès qu'il est derrière vous, il bouge plus. Il est vraiment habile aussi de ce côté-là, donc tout se fait très bien. Et voilà, effectivement, 4 victoires d'étape. Bon, on l'a déjà vu sur le Tour. Il y a aussi des grands sprinteurs, chacun sa génération. Mais à celle d'aujourd'hui, c'est vrai que Philipsen, il est très impressionnant. Ouais. Bon, messieurs, merci à tous les deux. Avant d'aborder l'un des thèmes de cette fin d'émission, donc avec ce très beau livre dédié à Jacques Godet, j'aimerais quand même que vous nous traciez le portrait du week-end qui attend les coureurs, parce que là, c'est dans la montagne, Pascal Chanteur, et là, c'est de la bagarre. Ah oui, là, on va avoir 2 étapes qui vont être terriblement importantes pour le classement général. Donc demain, Annemasse, Morzine, les Portes du Soleil. Donc là, vous allez avoir 151 km, donc c'est pas très long. Ça va être hyper intense. Et vous avez surtout une multitude de cols. Le col de Sassex, le col de Cou, le col de Feu, le col de la Ramaz, le col de Jouplane, pour finir à Morzine. Donc une étape très difficile, avec très peu de moments d'accalmie. Et puis dimanche l'étape Léger, les Portes du Soleil, Saint-Gervais-Mont-Blanc. Et puis là, ça va être le deuxième effet qui se coule. Vous avez 2 premières catégories, un troisième, un deuxième et un autre première catégorie pour finir à Saint-Gervais-Mont-Blanc. Là, vous avez 179 km. Et je peux vous dire que là, ça va être si la veille c'était le hors-d'œuvre, là vous avez le plat de résistance. Oui. Bon, alors je montre, messieurs, parce que évidemment sur la chaîne YouTube Sud Radio, je montre ce livre ô combien touchant, La formidable aventure du fondateur de l'équipe et du directeur du Tour de France, Jacques Godet. Vincent Barthaud, quand vous couriez, Jacques Godet était à la direction. Vous avez des souvenirs dans sa voiture? Bien sûr, bien évidemment, Jacques. Bah oui, je me souviens très bien. Oui, c'est lui qui était là, ouais. Vraiment quelqu'un qui savait ce qu'il voulait. Ouais, voilà. Bien sûr. Non, c'était un homme, un vrai, ouais.
Thomas Brochu-Godet, je rappelle donc que vous êtes le petit-fils du fondateur de l'équipe et auteur de ce livre, très beau livre, La formidable aventure du fondateur de l'équipe et directeur du Tour de France, qui est sorti aux éditions Black Elephant. Alors évidemment, Thomas Godet, on a envie de savoir si vous avez beaucoup côtoyé Jacques Godet, et est-ce que ce livre, c'est un peu la vision de vous en tant que petit-fils, avec évidemment l'affectif en même temps, quoi. Alors, tout d'abord, bonjour Judith, bonjour Frédéric. Bonsoir. Oui et non. C'est-à-dire que Jacques Godet est né en 1905. Moi, je suis né 60 ans après. Donc, il avait déjà créé l'équipe, dirigé de nombreuses courses, parce qu'il n'y a pas que le Tour, il y a tout ce qu'il y a autour. Alors, on va rappeler qu'il crée l'équipe à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, comme beaucoup de titres de presse française, qu'il a été à la tête du POPB de Bercy, du Parc des Princes, qu'il crée des compétitions, et vous, en tant que petit-fils, vous arrivez à le suivre un petit peu quand même, de loin. Alors, oui, tout à fait. C'est-à-dire que j'ai essayé de reprendre l'histoire de la famille qui était un peu compliquée, sachant que mon grand-père, que j'appelle Daddy, dans mon livre et dans la vie, m'a donné cet amour du sport, cet amour du beau sport. Parce que Jacques Godet, qu'est-ce qu'il aimait? Il aimait le beau sport. Et quand M. Barthaud disait tout à l'heure, oui, c'était un sacré monsieur. Il était extrêmement proche des coureurs. Il parlait régulièrement aux coureurs. Moi, aujourd'hui, grâce à ce livre, j'ai plein de relations que je n'avais pas avant dans les coureurs. Et tout le monde, il fait quasiment l'unanimité sur l'amour qu'il avait. Ouais. Et oui, j'ai été le plus proche possible, puisque j'ai été à 15 ans sur le Tour, que j'en ai suivi presque 7. Ouais, ça doit être magnifique de suivre le grand-père. Alors justement, Pascal Chanteur, parce que Pascal a souvent été l'interlocuteur des journalistes en tant que représentant des coureurs, on a là un profil atypique, c'est-à-dire que le journaliste est à la création, à l'organisation d'événements. Ce sont des profils qui se verraient plus franchement aujourd'hui, Pascal, hein? Oui, mais déjà, comme quand vous disiez que c'était un homme, oui, c'était un leader d'opinion, c'était quelqu'un qui savait ce qu'il voulait. Quand son petit-fils dit qu'il aimait les gens, qu'il aimait le beau sport, donc il savait vers quoi aller pour organiser au mieux. Et à partir de là, eh bien, il fallait que l'ensemble des gens qui l'accompagnaient suivent sa voie. Aujourd'hui, le directeur du Tour de France, c'est Christian Prudhomme. Il a un rôle, c'est un rôle, on va dire, quasi politique dans le paysage français. On ne peut pas se tromper quand on est patron du Tour, hein, Vincent Barthaud. Oui, exactement. Non, mais moi, quand je reviens à M. Godet, pour moi, c'était un visionnaire, c'était un précurseur. D'ailleurs, je pense que c'est lui qui a machiné la Coupe d'Europe du championnat au football. C'est lui le vous créateur. Appelez ça machiné, voilà. Oui, c'est très joliment dit, Vincent. Pas machiné, mais il l'a créé. Voilà. Il a fait aussi Paris-Dakar et autres, voilà. Non, mais voilà, c'était pas du tout le même rôle que maintenant du côté de Prudhomme, même s'il fait ce qu'il peut. Mais on a deux personnages totalement différents. Thomas Godet, votre grand-père Jacques Godet, il a été marqué par la période de la guerre. Il a été souvent mis en difficulté par certains de ses détracteurs. Et c'est à peu près à ce moment-là qu'il a fondé l'équipe. Alors, est-ce que finalement, c'était un homme de challenge et c'était son premier challenge réussi finalement? Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'il a été à bonne école, puisqu'il était avec Henri Desgranges. Dès 1933, quand il a pris la direction du Tour, la co-direction du Tour, puisqu'Henri Desgranges était malade, et donc il fallait quelqu'un qui dirige le Tour, et il a pris le petit Jacques, comme il l'appelait. Ouais. Henri Desgranges avec Géo Lefebvre, hein, les fondateurs du Tour de France. Hein. Voilà. Exactement. Et donc ensuite, une fois que la guerre est passée, oui, alors après... je ne vais pas rentrer dans la polémique, puisqu'il y a une polémique. Vous tapez sur Google Jacques Godet, le deuxième nom qui sort, c'est Jacques Godet Collabo. Donc je ne rentrerai pas dans cette polémique. Mais comment ?
Oui, non, continuez. Ouais. Non, donc oui, l'équipe, une fois que l'auto était mort de sa belle mort par les Allemands. Avant, l'équipe s'appelait l'auto, on le rappelle. Voilà. Exactement, voilà, excusez-moi. Et vraiment, il a tout donné dans ce journal. Il a vraiment tout donné jusqu'au moment où il y avait des problèmes financiers, il y avait moins de pubs, il y avait moins de trucs, et il a vendu le groupe, l'équipe, donc le journal plus la Société du Tour de France à Émilien Maury, qui a créé ASO. Et qui aujourd'hui est cette si belle réussite, effectivement. Vincent Barthaud, quand on est à la tête du Tour de France, on le disait, c'est une immense machine. Cette machine, elle a beaucoup évolué. Donc on rappelle, vous avez gagné l'étape du bicentenaire, 14 juillet 1989 à Marseille. Est-ce que le Tour de France de 1989, il a encore à voir quelque chose avec le Tour de France de 2023 en termes d'organisation? Il y a eu d'énormes évolutions ou pas tant que ça finalement? Ah oui, il y en a eu quand même. Par exemple, même encore, je pense dans les années 89, le mécano, il pouvait mettre le cul sur la fenêtre, il pouvait sortir de la fenêtre. Ah oui, de la voiture, c'est ça. Oui, voilà, de la fenêtre de la voiture. Voilà, s'agripper au vélo en hauteur sur la galerie est encouragé. On a vu des Tours de France où on est arrivé sur le tour 84 ou 89, je me souviens pas trop, mais au moment d'arriver sur les Champs-Élysées, il y a certains coureurs qui ont échangé leur maillot d'équipe, d'autres qui ont pris des petits vélos, il est sur un grand vélo, d'autres qui montaient sur une moto d'un journaliste ou d'un gendarme. Alors ça se fait encore, mais un peu moins. Ouais. Et juste, on peut plus le faire. Voilà. Et Pascal, juste pour conclure, par rapport à Jacques Godet, qui a été ce directeur du Tour de France, c'est aussi un rôle où on doit, à certains moments, gérer des problèmes avec les coureurs. Et Jacques Godet a su être un très bon médiateur. Pascal, les coureurs sont pas toujours faciles avec l'organisateur. Ah non, bien sûr que non, mais vous savez, là j'en témoigne en ce moment sur le Tour de France, où les choses se passent très bien, et on n'a aucun problème. Et avec l'organisateur, les relations peuvent être très bonnes à partir du moment où il y a de l'écoute, où il y a du respect mutuel, et vice-versa. Si ce n'est pas le cas, ça peut aller au conflit jusqu'à des mouvements de grève. C'est déjà arrivé par le passé, c'est arrivé encore il y a si longtemps que ça, parce qu'aujourd'hui, la sensibilité des athlètes par rapport liée à leur santé a pris beaucoup plus de place qu'elle pouvait en avoir par le passé. Et Jacques Godet savait bien faire ça, la diplomatie. Ouais. Tout à fait. D'ailleurs, je rappelle le titre du livre pour nos auditeurs et pour vous tous de Thomas Godet, qui est petit-fils du fondateur de l'équipe. La formidable aventure du fondateur de l'équipe et directeur du Tour de France. C'est publié aux éditions Black Elephant et c'est dans toutes les bonnes librairies. Merci à tous. Tant de belles choses, tant de beaux souvenirs avec Jacques Godet. J'ai lu aussi sa biographie qui est mon livre de référence en tant que journaliste. Ah d'accord. Voilà, c'est un vrai passionné de vélo, mon cher Frédéric Brindel. et de sport en général, évidemment. Voilà.